Bonjour et bienvenue à cette deuxième session de notre série Vocation disciple. Dans cette deuxième session, on va voir la confrontation de deux visions. Ça va être l'occasion de définir un petit peu qu'est-ce que c'est un disciple. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cette session, elle va être un peu moins théologique, un peu moins biblique, et davantage une réflexion historique et sociologique. Mais avant de rentrer dans la session elle-même, je vous propose de lire juste quelques versets fondamentaux quand on réfléchit à la question d'être des disciples. C'est les derniers mots que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu. En tout cas, c'est les derniers mots que Matthieu a choisi de transmettre dans son évangile. C'est peut-être pas les derniers mots que Jésus a dit, parce qu'il a dit d'autres choses dans les autres évangiles, mais dans celui-ci, il a dit ceci. C'est ce qu'on appelle le grand mandat, le mandat missionnaire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Simplement deux remarques sur ce passage qui nous mandate pour être des disciples. C'est vraiment là que la vocation disciple prend racine. La première remarque, c'est que ce petit texte, et on l'oublie souvent, commence et se termine par, par Christ, par l'action de Jésus-Christ. Premièrement, c'est lui qui a le pouvoir. Donc, notre mission de faire des disciples est possible parce que c'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Deuxièmement, et ça c'est à la fin, notre mission de faire des disciples est possible. Pourquoi? À cause de sa présence. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc on bénéficie de son pouvoir, on bénéficie de sa présence. Et c'est dans ce cadre que la mission de faire des disciples est rendue possible. Maintenant, la deuxième remarque, si on entre dans cette mission, elle comporte trois volets. Premièrement, on doit aller faire des disciples. Deuxièmement, on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et troisièmement, on doit enseigner à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Trois commandements que Jésus nous laisse, trois commandements qui font en fait un package, qui nous montre qu'on doit faire des disciples. Et c'est ce qu'on veut essayer de définir maintenant. Parce qu'il faut l'avouer, on n'est plus trop habitué à la formation de disciples. On parle pas mal ces dernières années dans nos milieux chrétiens de faire des disciples. Mais on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Pourquoi? À cause de justement cette confrontation de deux visions. Et on va voir qu'il y a eu un changement à un moment donné de l'histoire. Mon premier point, donc, c'est un bref historique. On a deux visions, et je vous donne tout de suite un peu l'intitulé de ces deux visions. D'abord, on a un paradigme maître-disciple. Ça, c'est un paradigme de formation. C'est comme ça qu'on a formé dans une grande partie de l'histoire de l'humanité. Puis on a un deuxième paradigme qui est arrivé plus tard, qui est le paradigme enseignant-étudiant. Notre problème, c'est que on a un petit peu oublié aujourd'hui le paradigme maître-disciple. C'est pas un paradigme que nos parents ont vécu, même nos grands-parents n'ont pas vécu ça, c'est vraiment un paradigme plus ancien. Aujourd'hui, c'est un paradigme qui existe encore un petit peu, mais il faut l'avouer qu'il a vraiment massivement laissé la place au paradigme enseignant-étudiant. Alors, quand est-ce que ça s'est passé, cette transition? Bien sûr, c'est pas quelque chose qui s'est passé de manière abrupte, mais c'est quelque chose qui a été une transition qui s'est faite lentement au cours de l'histoire. À l'époque de l'Antiquité, à l'époque de Jésus, comme ça, on formait les gens selon le paradigme maître-disciple. Ça veut dire qu'il y avait un maître qui allait prendre avec lui un disciple ou quelques disciples, qui allait les former pour leur transmettre un certain nombre de compétences et de connaissances afin qu'ils puissent eux-mêmes un jour devenir des maîtres. Et puis, génération après génération, ce processus se renouvelait. Vous pouvez voir ça, par exemple, les grands peintres, même du Moyen-Âge, ils prenaient avec eux des disciples, ils les formaient, et puis, voilà, certaines fois, le disciple même dépassait le maître, et puis il pouvait devenir un plus grand maître encore. Et puis, petit à petit, voilà, avec l'arrivée d'abord de l'école,
et puis ensuite l'arrivée des études secondaires, de l'université, etc., l'humanité a glissé vers un paradigme enseignant-étudiant, où là c'est plutôt un enseignant qui est en face d'une classe, dans un endroit précis, pendant une durée déterminée, et qui va transmettre des connaissances à ses étudiants. Souvent, le nombre d'étudiants est aussi plus important. Dans une relation maître-disciple, on va peut-être avoir un disciple, 2, 3, 10 disciples, alors que dans une relation enseignant-étudiant, on va des fois avoir 20, 30 étudiants, puis à l'université, on peut même monter plus haut, avec 100 étudiants dans un amphithéâtre, 200, 300 même, si vous allez dans les facultés les plus prisées, il peut vraiment y avoir passablement de monde. Une chose à dire aussi, c'est que dans la vision maître-disciple, bien souvent, c'était aussi comme ça qu'on transmettait le savoir de père en fils, ou bien de parent à enfant. Ça veut dire que le père allait prendre comme disciple son fils ou ses fils, il allait leur transmettre tout ce que lui-même savait, afin que ses fils puissent prendre la relève, et puis d'une génération à l'autre, comme ça, on perfectionnait le savoir lentement. Chaque génération apportait peut-être des innovations, des nouveautés, mais les choses avançaient gentiment. Quelles sont les causes? On est toujours dans l'historique. Quelles sont les causes de ce changement? Je pense qu'il y a en tout cas 3 causes qu'il faut mentionner. La première cause, et c'est la plus importante, c'est la spécialisation de la connaissance humaine. Ça veut dire qu'il y a 500 ans, une personne pouvait être assez érudite dans l'ensemble de ce que nous connaissions, de ce que l'humanité connaissait. Et puis il y avait des gens qui étaient vraiment des grands savants, et puis qui touchaient à la fois à la théologie, à la physique, aux mathématiques, à la musique, etc. Et puis qui pouvaient être vraiment versés dans pas mal de choses. Mais on observe une accélération depuis quelques siècles, et c'est de plus en plus rapide, une accélération dans la manière dont la connaissance humaine globale grandit. On ne parle pas là de la connaissance d'une personne, mais la connaissance de l'ensemble de l'humanité grandit. Peut-être que il y a 1000 ans, on pouvait un peu résumer l'ensemble des connaissances humaines en quelques volumes. Aujourd'hui, il faudrait bien sûr des bibliothèques et des bibliothèques, des milliers de volumes pour pouvoir faire une telle tâche. Et du coup, ça rend impossible à un maître de transmettre toutes les spécificités d'un métier complexe à un disciple. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, si vous faites un apprentissage, vous avez un maître qui va vous enseigner le cœur du métier, mais vous aurez quand même des cours avec des enseignants spécifiques qui vont vous donner des notions plus pointues dans des domaines donnés. C'est plus possible aujourd'hui d'avoir un enseignant qui vraiment enseigne tout sur l'ensemble d'une profession à ses élèves. Ça, c'est la première chose, c'est la spécialisation de la connaissance. Puis il y a d'autres facteurs, sans doute un peu sociologiques. Je pense que l'augmentation démographique, le fait qu'on est de plus en plus nombreux, en fait, si vous regardez des villes comme Athènes ou Rome dans l'Antiquité, qui étaient les toutes grandes villes de l'époque, c'est quand même encore beaucoup plus petit que nos villes actuelles. Donc l'humanité a énormément grandi en nombre. Elle a aussi changé de manière de vivre, c'est-à-dire qu'on s'est largement urbanisé. Du coup, ça a rendu possible la construction de grandes universités, de grands centres de savoir, aussi de centres de recherche et de choses comme ça, qui étaient difficiles à l'époque où on vivait dans des fermes un petit peu assez éloignées les uns des autres. Il n'y avait pas de grands groupes humains qui vivaient ensemble et qui pouvaient envisager ce genre de choses. La troisième chose, je pense, qui a causé ce changement, c'est un changement de mode de vie. On vit plus vraiment aujourd'hui doucement, avec l'acquisition lente de nouvelles technologies, mais on vit dans un monde qui bouge très vite, on vit dans un monde qui change très vite, et du coup, ça nécessite vraiment des personnes spécialisées pour transmettre la connaissance. On a donc 2 paradigmes, un paradigme maître-disciple et un paradigme enseignant-étudiant. On a dit quelles sont les caractéristiques de ces 2 paradigmes. Le paradigme maître-disciple, on a un groupe assez restreint qui va la plupart du temps même vivre ensemble
en vue de la transmission, non pas de seulement de quelques connaissances, mais de la transmission vraiment d'une vocation, d'une profession, d'une orientation générale de la vie. Et puis de l'autre côté, on a un paradigme enseignant-étudiant où là, l'objectif, il est différent. On a un grand groupe déjà d'étudiants et puis on a vraiment quelqu'un qui est un spécialiste. Généralement, c'est vraiment une sommité dans son domaine qui va transmettre, plutôt qu'une orientation de la vie, il va transmettre des notions très pointues sur un domaine précis. Alors maintenant, il faut qu'on analyse un peu ces deux paradigmes parce que nous, comme on a dit, on est beaucoup plus dans le paradigme étudiant-enseignant, enseignant-étudiant. On a un peu oublié le paradigme maître-disciple et il faut qu'on entre dans mon deuxième point, donc voir un petit peu analyser les avantages et les inconvénients de ces deux paradigmes. Quels sont les avantages et les inconvénients du paradigme maître-disciple, premièrement? Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas dire oh, c'était mieux avant, aujourd'hui on s'est complètement planté. Il faut reconnaître qu'il y a des avantages à nos systèmes de formation actuels, mais il faut aussi voir l'autre paradigme pour pouvoir être capable de critiquer un petit peu notre système. Donc les avantages et les inconvénients du paradigme maître-disciple sont les suivants. La première chose, le premier avantage de cet ancien paradigme, c'est que c'était un paradigme qu'on pourrait dire holistique. Ça veut dire qu'il concernait tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, on a vraiment segmenté nos vies. Et un des principaux lieux de segmentation, une des principales barrières, c'est qu'on a mis une barrière assez nette entre la vie privée et la vie publique. Quand un enseignant parle à sa classe, il est dans le domaine de la vie publique. Mais les étudiants n'ont pas le droit d'entrer dans la vie privée, dans la sphère privée de l'enseignant. Ça, c'était quelque chose qui était tout à fait différent dans une relation maître-disciple où le maître vraiment invitait ses disciples à entrer dans sa vie. Et dans sa vie qui était à la fois publique et à la fois privée. Il n'y avait pas vraiment beaucoup moins, en tout cas, de différence entre les deux. Et du coup, c'était un transfert holistique de compétences. Holistique, ça signifie donc qui concerne tous les aspects de la vie. Ça veut dire que si vous étiez, je sais pas, vous appreniez à être sculpteur pour sculpter des pierres pour une cathédrale, vous alliez peut-être 2-3 ans avec un maître sculpteur, et puis bah voilà, vous viviez chez lui, et du coup vous pouviez vraiment apprendre de lui non seulement la technique de sculpture, mais vous appreniez l'ensemble de son mode de vie. Vous voyez que par exemple, il se levait très tôt le matin parce qu'il faisait plus frais en été, et puis du coup, vous mangiez peut-être à 10 heures du matin parce que c'était le moment, puis après vous faisiez une pause depuis 11 heures jusqu'à 15 heures, et puis ensuite vous repreniez un petit peu dans la soirée, ou alors, voilà, peut-être il vous enseignait des techniques qui n'avaient rien à voir, des éléments qui n'avaient rien à voir avec la technique de sculpture, mais qui malgré tout étaient le métier. Et souvent, il vous enseignait aussi un peu plus que seulement de la technique. Il vous enseignait un certain amour de son métier. Il vous montrait sans doute la beauté de sculpter une belle pierre qui, pour nous qui ne sommes pas des sculpteurs, paraît, voilà, ça paraît vraiment pas très important, mais il pouvait enseigner vraiment cet amour-là à ses étudiants. Un petit peu l'inconvénient de la formation maître-disciple, c'est que si vous tombiez mal en tant que disciple, si vous tombiez sur un mauvais maître, sans doute que vous allez devenir un mauvais disciple, parce qu'il n'y avait pas une multiplicité d'enseignants qui pouvaient un peu rattraper le coup. S'il y avait un mauvais dans le paradigme actuel, si vous avez un mauvais prof, ça ne veut pas dire que vous allez devenir un mauvais plus tard un mauvais travailleur, parce que vous avez plusieurs profs et du coup ça aplanit un petit peu parfois certaines faiblesses. Aussi, on peut dire que bon, dans un paradigme maître-disciple, si vous accrochez pas trop avec le maître, si voilà, il n'arrive pas à vous transmettre les choses d'une manière qui soit compréhensible pour vous, eh ben, c'est un petit peu terminé parce que voilà, si vous n'avez pas quelqu'un d'autre sous la main, vous allez sans doute passer complètement à côté de choses importantes.
Maintenant, on passe à l'autre paradigme, les avantages et les inconvénients du paradigme enseignant-étudiant. Je pense que le principal avantage, c'est qu'on a accès vraiment à des spécialistes, des gens qui connaissent extrêmement bien leur sujet. Et ça a donné même naissance à des nouvelles disciplines académiques qui n'existaient pas dans le passé. Par exemple, j'imagine voilà des choses comme la psychologie ou même l'étude poussée, l'étude très avancée de la physique ou des choses comme ça. C'est possible parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment consacrer leur vie à l'étude de ces sujets. C'était pas possible dans le passé. L'inconvénient de ce paradigme-là, c'est qu'en fait, on se contente d'un transfert beaucoup plus de connaissances. Ça veut dire que le but de l'enseignant, c'est un petit peu comme si les étudiants sont des camions vides, et puis le but de l'enseignant, c'est vraiment de venir et de charger le camion avec du matériel. On va donner des connaissances à l'étudiant. Et on ne va pas enseigner un mode de vie, on ne va pas enseigner une orientation générale de la vie, mais on va simplement transférer des connaissances. Peut-être une autre chose qui change entre ces deux visions, c'est que bien souvent, le paradigme maître-disciple, il comprend une vision aussi vocationnelle du travail. Qu'est-ce que ça veut dire une vision vocationnelle? Ça veut dire que, et c'était bien souvent le cas au Moyen-Âge et encore avant dans l'Antiquité, le travail était beaucoup plus vu comme une vocation. Ça veut dire que quel que soit votre emploi, c'était vraiment votre identité. C'était ce qui constituait votre personne. Il y avait voilà, il y avait des fratries, il y avait des guildes, vous faisiez partie de telle ou de telle profession. Et ça pouvait être, vous pouviez être justement mineur, ou vous pouviez être sculpteur de pierre, ou vous pouviez être architecte, ou vous pouviez être médecin. Vous faisiez vraiment partie de cela. Et du coup, le but de votre vie, c'était de vous appliquer à produire un bon travail. C'était sans doute aussi de vous appliquer à faire avancer votre profession par la découverte de nouvelles techniques ou par quelque chose comme ça. Comme j'ai dit, hein, souvent le maître, il n'était pas seulement responsable de transmettre les compétences, mais il transmettait un certain amour pour son métier, une certaine vision dans la vie de tous les jours de ce métier. Et puis, le pendant, c'est plutôt au lieu d'une vision vocationnelle, ça a donné une vision orientée sur la performance. Ça veut dire que le but, c'est plus forcément de faire des artisans qui sont capables de produire de belles choses, c'est de faire plutôt des employés qui sont capables de faire un bon travail. Et un bon travail, c'est en particulier un travail qui soit performant, un travail qui est très orienté sur le rendement. C'est-à-dire qu'on doit être capable de produire beaucoup ou de produire une grande qualité ou quelque chose comme ça. Mais l'aspect vocationnel a un petit peu disparu. Si vous voulez creuser un petit peu ce sujet par rapport au travail, il y a un livre très intéressant de Timothy Keller qui s'appelle Dieu dans mon travail. Et il explore un peu cette question de travail relationnel qui appartient un peu au passé versus travail de la performance qui est plutôt notre fonctionnement actuel. On passe à notre troisième point avec deux exemples bibliques, Jésus et Paul. Deux exemples centraux, deux personnes qui ont beaucoup transmis. Et j'aimerais justement éviter les excès. Parce que c'est un peu facile de juste dire avant c'était mieux. En fait, oui, c'était bien d'utiliser c'est ce paradigme maître-disciple, mais il y avait aussi des faiblesses, on l'a vu dans les inconvénients. On avait une connaissance plus limitée, et puis en plus, si on avait un mauvais maître, c'était aussi limitant. Donc, si on regarde Jésus et Paul, on se rend compte qu'ils ont été dans les deux paradigmes. Jésus, c'est particulièrement visible, hein, il a été maître, c'était un rabbin, un rabbi. Il avait des disciples, essentiellement 12 disciples qui étaient vraiment autour de lui. Et si vous regardez, il a passé énormément de temps à former juste ces quelques personnes. Il n'a pas passé la majorité du temps à enseigner des foules, mais il a enseigné beaucoup à un petit groupe de personnes. Donc il était bien un homme de son temps. Il a utilisé le paradigme de son époque pour transmettre ce qu'il voulait transmettre. Mais il faut admettre que Jésus n'a pas fait seulement ça. Il a aussi été dans le paradigme enseignant-étudiant. Il a aussi parfois enseigné de grands discours à de grandes foules. Et du coup, il a aussi été
dans une relation plus distante avec la foule parce qu'il ne pouvait pas s'investir personnellement autant auprès d'eux. On peut parler aussi de Paul. Hein. Paul aussi était aussi un rabbin. Il a été lui-même formé par un rabbin, donc il a bien connu le paradigme maître-disciple et il a pris avec lui un petit nombre de personnes. On le voit hein, quand on regarde le livre des Actes, à un moment donné, il prend avec lui Timothée. Quand on regarde dans les Épîtres, il mentionne souvent quelques collaborateurs, comme dans 1 et 2 Thessaloniciens, il mentionne Timothée, Sylvain. Donc il avait quelques personnes autour de lui, il a eu Tite aussi, et puis ça c'est des personnes avec lesquelles il s'est investi plus précisément. Mais à côté de ça, il a aussi eu quelquefois de grands auditoires, il allait à la synagogue, il allait parfois, voilà, il a été à Athènes à l'Aréopage. Donc il avait les deux tableaux. Et je crois que ça c'est notre conclusion, et c'est mon dernier point, hein, c'est le 4e point. Qu'est-ce qu'on doit en déduire pour nous aujourd'hui? Je crois que nous, on suit notre culture. Et notre culture, elle a mis l'accent de manière massive sur le paradigme enseignant-étudiant. Et nos églises, elles ont suivi le mouvement hein, de manière assez saisissante. Aujourd'hui, quand vous participez au culte, vous êtes dans un paradigme enseignant-étudiant. Il y a une personne qui parle, un prédicateur ou voilà un président ou différents intervenants, et puis un groupe de personnes qui est là, qui écoute. Et il ne faut pas le remettre en question. L'Église a vécu des cultes de cette façon-là depuis le départ. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est une mauvaise manière de faire, il faut qu'on fasse autre chose. C'est plutôt de dire qu'il faut qu'on complète cela par un paradigme, par un renforcement du paradigme maître-disciple. Il faut qu'on arrive à un équilibre. C'est pas seulement l'Église, ce n'est pas seulement des prédicateurs qui sont des enseignants, hein, qui enseignent des étudiants, c'est ça, mais c'est aussi des maîtres qui enseignent des disciples. Et des maîtres qui enseignent des disciples, ça veut dire qu'ils doivent être aussi beaucoup plus nombreux. Parce qu'on ne peut pas enseigner 100 disciples, ça c'est pas possible, même Jésus l'a pas fait. Jésus il avait 12 disciples, et il est Dieu. Donc ça doit nous faire réfléchir à notre rôle. Notre rôle, c'est d'aussi, si on est des chrétiens un peu plus expérimentés, un peu plus matures, d'aussi prendre avec nous des disciples que nous allons former. Et ça doit nous faire réfléchir parce que c'est un changement de paradigme. Comme j'ai dit, on reste dans le paradigme enseignant-étudiant, mais il faut qu'on y ajoute le paradigme maître-disciple. Ça veut dire que potentiellement tout le monde est concerné par cet autre paradigme. Ça veut dire que on a besoin d'avoir au-dessus de nous un maître, au-dessous de nous un disciple, et on va en parler dans une session ultérieure. Aujourd'hui, on doit revaloriser le paradigme maître et disciple et maintenir le paradigme enseignant-étudiant. Alors un petit devoir que je vous propose, c'est d'analyser dans la vie de votre église quels sont les lieux de formation qui utilisent le paradigme enseignant-étudiant et quels sont les lieux de formation qui utilisent le paradigme maître-disciple. Voilà, vous avez bien compris ce que c'est ces deux paradigmes. Essayez d'analyser. Et sans doute que vous allez comprendre assez vite que le paradigme enseignant-étudiant est beaucoup plus renforcé dans votre église locale que le paradigme maître-disciple. Mais quand même, il y a sans doute quelques endroits, peut-être des groupes de maison, des groupes de jeunes, ou des choses comme ça, où il y a un certain aspect du paradigme maître-disciple qui est là. Donc ce sera sans doute, cette analyse, cet exercice, va sans doute vous amener à voir la lacune, et c'est le but, c'est de voir cette lacune, et puis dans les prochaines sessions, on va voir un petit peu comment mettre en place justement ce paradigme maître-disciple dans nos vies d'église, dans nos vies chrétiennes personnelles. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine session.